Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur le podcast Mater Happy. Ce podcast est destiné à toutes les personnes en chemin, en quête de bien-être, en quête de découverte de soi, de rencontre de soi, qui a envie d'être inspiré, d'être guidé, de découvrir de nouvelles pratiques, des chemins de vie qui pourront les accompagner sur leur chemin de développement personnel. Je suis moi-même en quête, je suis moi-même en chemin et c'est avec beaucoup de bonheur, beaucoup de joie, de plaisir et d'amour que je vous partage ce podcast fait avec tout mon amour et toute ma sensibilité. À côté de ça, j'en parle rapidement parce que je sais qu'il y a beaucoup de thérapeutes qui m'écoutent. J'ai un accompagnement pour aider les thérapeutes à lancer leur podcast parce que je sais les difficultés que vous pouvez rencontrer pour communiquer et pour moi le podcast c'est vraiment le format idéal pour rester authentique, pour délivrer un message qui nous tient à cœur, pour se développer dans ce domaine-là. Vous trouverez toutes les infos en description. N'hésitez pas à me contacter sur Instagram à materhappy.eu. Très bonne écoute. Gratitude, merci d'être là. Et on se retrouve chaque semaine, chaque mardi, pour un nouvel épisode. Merci. Bonjour à toutes et à tous, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode du podcast. Aujourd'hui, on est avec Nathalie Vira. Nathalie Vira avec qui on va parler, comme son nom l'indique sur son dernier livre Amour, Tantra et Sexualité, on va parler de ça, on va parler de sexualité, comment intégrer une vie sexuelle plus épanouissante et cheminer vers ça. Dans une première partie, on a défini ensemble qu'on allait parler de ton parcours pour un peu mieux découvrir qui tu es et comment tu es arrivé à parler de sexualité et ce sujet vraiment qui t'anime et cette découverte du tantra que tu m'as partagé qui a été bousculante pour toi, pour ensuite partager des conseils à toutes les personnes qui aimeraient vivre une sexualité plus consciente, plus alignée, plus épanouissante, et voilà, et venir travailler sur elle à travers cette voie-là. Mais pour introduire cet épisode, ah oui, je tiens à vous préciser aussi qu'il y a Brittany qui est là aujourd'hui avec nous, qui est à la technique, et je lui ai dit que si jamais elle avait une question, qu'elle n'hésite pas à la poser, donc si vous entendez une voix lointaine, c'est elle. Voilà, le cadre est posé. On peut commencer cet épisode, Nathalie. Pour poser le décor, est-ce que tu peux nous partager le début de ton histoire? Parce que toi, tu es née en Afrique et il me semble que ça a impacté quand même beaucoup de choses sur ta construction. Donc, est-ce qu'on peut commencer à introduire cet épisode à partir de l'enfant que tu étais? Comment étaient tes parents? Comment voyais-tu le monde à ce moment-là? Et quels ont été les événements qui ont commencé à planter les graines de la personne que tu es devenue aujourd'hui? Déjà, je te remercie pour ton invitation et c'est un grand plaisir pour moi de parler avec toi. Alors, je peux pas dire qu'enfant, j'étais consciente de ce que je deviendrais par rapport à ma sexualité, mais c'est sûr que c'était très présent. Déjà, pour moi, je suis née dans la brousse africaine. Mes parents étaient expats. Ils sont partis jeunes mariés là-bas pour faire le service militaire comme beaucoup de Français pour mon père, et ma mère était prof, et j'ai une super vie, un peu sauvageonne, à beaucoup rêver dans la nature, dans les arbres, à regarder les termites construire leur maison, à casser pour revoir, observer la nature. En fait, j'étais très très proche de la nature, je rêvais beaucoup. Je pense que j'adore m'ennuyer en fait depuis d'ailleurs cette période-là. Je pense que on apprend la méditation finalement dans cette vie de rien aussi où finalement à l'époque il n'y avait pas la télé et on s'amusait dehors en fait à faire plein de bêtises. Une de mes particularités, c'est que j'ai donc eu une nounou petite qui m'a apporté au dos, qui a été un phare dans ma vie et un traumatisme aussi le jour où mes parents l'ont licenciée. Tu t'étais beaucoup attachée à elle? Je m'étais beaucoup attachée à elle et je l'ai vécu vraiment comme une trahison en fait de l'adulte. Voilà, j'y ai vécu jusqu'à mes 15 ans. Après, je suis retournée après mon bac. Mais jusqu'à mes 15 ans, j'ai vécu cette vie vraiment très chouette, très en lien avec la nature en fait. Après, mes parents avaient des amis. Et d'ailleurs, on disait souvent que en Afrique, les Blancs avaient une vie sexuelle pervertie. On en parlait d'ailleurs entre nous, les enfants.
mes parents avaient un couple d'amis en fait très proche. Oui. Si proche que même en France, quand nous revenions pour les grandes vacances, nous nous retrouvions dans nos appartements respectifs. Et j'ai su beaucoup plus tard, en fait, que mes parents étaient échangistes avec ce couple, ce qui expliquait pourquoi mon père était toujours avec elle et ma mère toujours avec lui. J'ai grandi donc avec aussi ses enfants, les enfants de ces personnes. Et en fait, chacun d'entre nous a appréhendé cette relation entre nos parents d'une façon spéciale. Oui. Personnellement, je mets le mot abus aujourd'hui, même si je suis bien consciente que mes parents n'étaient pas conscients que leurs jeux de séduction, leurs jeux érotiques nous impactaient en fait. Je l'ai compris beaucoup plus tard. Oui, ça t'a impacté comment dans ta vision du coup de la sexualité? Est-ce qu'ils en parlaient? Du coup, ils en parlaient pas, c'était non dit? Non, c'était tout sous-jacent, c'était tout transpirant. D'observer leur sourire, leur connivence, là où c'était pas entre mon père et ma mère, mais plus large. Je dois dire que le souvenir majeur sur lequel j'ai travaillé plus tard, quand je m'en suis rappelée, ça a été de voir mes parents au lit avec ce couple. Alors, ils étaient pas nus, ils étaient pas complètement nus, ils étaient en train de faire la sieste. On fait la sieste en Afrique, j'adore faire la sieste toujours. Et mais je sais que ce jour-là, la porte était mal fermée en fait. J'ai regardé par l'entrebâillement et j'ai observé les visages et j'ai observé le visage de ma mère et je me suis dit, je devais avoir 7 ans a priori, je me suis dit que en fait j'ai eu le sentiment qu'elle était pas là de son plein gré, qu'elle était soumise. Mais évidemment, dans mon langage d'enfant, c'était pas ça. Mais néanmoins, je me suis fait un pacte que jamais aucun homme ne me ferait faire quelque chose que je n'ai pas choisi. Et donc, ça a vraiment été un sujet d'analyse, de psychothérapie et d'essayer de démêler tout ce qui s'est passé en moi. Et aussi de discussions avec ma mère très tardive, en plusieurs étapes, pour qu'elle finisse par me dire oui, nous étions échangistes mais très heureux, on avait un cadre, ils étaient hyper avant-gardistes en fait, et voilà. Mais du coup ça explique aussi ce que j'ai pu devenir. Mais en fait c'est aussi vertigineux de me dire que j'ai passé 30 ans de ma vie à essayer de comprendre, transcender, dépasser cette scène, cet impact émotionnel qui n'était pas en lien avec la réalité de ma mère, ni de mon père d'ailleurs. Eux, ils étaient très heureux. Mais moi, j'ai imaginé qu'elle ne l'était pas. Et du coup, ça a dû conditionner aussi beaucoup ta construction et ta relation aux hommes au début de ta vie, en fait, de femme. C'est évident, ouais. Comment ça t'a impacté, justement, parce que ça... Par la suite, j'imagine, c'est ça qui t'a amené aussi à beaucoup te questionner sur la sexualité. Tu me partageais, du coup, qu'à 17 ans, tu voulais devenir escorte, c'est ça? Ouais. Est-ce que tu... je te laisse revenir dessus, parce que justement, c'est ce côté que tu partages de reprendre le pouvoir sur les hommes. Moi, on me marchera pas dessus d'une certaine manière, on me dominera pas, quoi. C'est ça. Alors, bon, j'avais quand même dans mes relations amoureuses, une drôle d'appréhension de la relation justement avec les garçons que j'avais tendance à séduire et à laisser tomber tout de suite en fait. Du coup, très rapidement, parce que ça arrive pas comme ça à 17 ans, mais très rapidement, effectivement, déjà je regardais les films, les revues porno de mon père en cachette. Du coup, je voyais toutes ces femmes en lingerie. À l'époque, c'était les magazines Lui, Playboy. C'était des belles photos d'ailleurs. Il n'y avait pas que des trucs pornographiques horribles. Mais non, moi, c'était aussi de l'abus quand même. Et en fait, je les trouvais belles. Et je les trouvais dans leur pouvoir en fait. Du coup, clairement, je m'identifiais à elle et je me disais, moi je vais devenir comme elle, parce que finalement, si là je suis en train de faire le discours que j'ai pas fait jusque là, elles sont pas comme ma mère. Hein. Là, à ce moment-là, elles sont dans leur pouvoir et elles sont dans leur choix, ce qui est pas forcément vrai. Hein, on est bien d'accord aujourd'hui, mais c'est la vision que t'en avais. C'est la vision que j'en avais. Donc du coup. J'avais un rapport à la sexualité et aux hommes assez direct, et aussi cette confusion quand même qui existait du coup entre l'amour et le désir. Je confondais
quelqu'un qui voulait coucher avec moi, avec quelqu'un qui m'aimait. Donc ça, c'est aussi quand même tout un tas de sujets sous-jacents. Je suis capable de faire l'amour sans amour. Et comment faire la distinction, justement? Ah, voilà, c'est des bonnes questions. Ben, l'approche, tomber amoureux de quelqu'un, ça se fait pas par directement la sexualité, en fait. Même si aujourd'hui, je peux dire que ça peut arriver aussi. On peut avoir un super amant et puis tout d'un coup, on va tomber amoureuse de lui et petit à petit, on va apprendre à se connaître et puis finalement, on va tomber amoureux. Ça arrive et en plus, c'est chimique. Je veux dire, quelqu'un qui nous fait du bien, ben on s'attache et puis on peut le choisir même pour devenir le père de nos enfants. Il y a quelque chose qui se passe dans cette chimie sexuelle aussi. C'était quoi ta question? Mais c'était justement au niveau de l'amour et du sexe. En fait, tu confondais ton désir et l'amour. Et du coup, comment réussir à distinguer justement ça? Parce que pour toi, à ce moment-là, tu confondais. Ben oui, ben ça a été par un long cheminement en fait, parce qu'il faut le sentir l'amour. Ouais. Et moi en fait, je sentais là, je sentais mon bassin, je sentais mon sexe, je sentais mon ventre, mais je sentais pas forcément l'amour en fait. Et c'est quoi l'amour? Donc ça a été aussi un cheminement et un rituel d'ailleurs que je me suis offert à la Jodorowsky, de remettre mon cœur à la place de mon cœur et mon sexe à la place de mon sexe. Mais je pense que, je sais plus si c'était pour mes 40 ans que je me suis offert ça, ou mes 45 ans, donc assez récemment quand même. Mais c'est tout un cheminement. Même, je veux dire, quelqu'un qui n'a pas mon enfance peut se poser la question sur ce que c'est que l'amour. Et du coup, au niveau de tes premières relations, comment ça s'est passé? Vu qu'il y avait cette confusion, est-ce que... Voilà, comment ça se passait au niveau de tes premières relations amoureuses et sexuelles, du coup? Alors, mes premières relations amoureuses, comme je le disais tout à l'heure, et c'est vraiment d'un point de vue d'adulte que je peux le dire, hein, sur le moment, je ne sais pas, j'étais très sexuelle, en fait. J'étais très dans la séduction. Et je vois bien aussi qu'il y avait un moment où je séduisais pour... où je me laissais séduire et je coupais net. Ça, c'était quand j'étais assez jeune. Même si j'ai eu des amoureux quand même avant, plus petite, que j'ai pas oublié en fait. Et puis après, mes premières relations sexuelles, il y avait pas d'amour en fait. Il y avait pas d'amour. J'ai fait l'amour la première fois parce que j'avais envie de faire l'amour pour la première fois, sans avoir même une relation particulière avec le garçon en question. Et j'ai fait l'amour très longtemps, en prenant des risques d'ailleurs à l'époque, c'est-à-dire sans capote, enfin quelque chose où je me respectais pas en fait. J'étais... Ouais, tu m'avais partagé quand on s'était appelé, même que des fois tu te mettais en danger. Est-ce que tu penses que ces mises en danger, elles étaient dues à une certaine ignorance aussi de mes limites, de mes besoins, de mes désirs? Alors complètement, ouais. Je pense que je dis que j'étais inconsciente pendant très très longtemps. J'étais pas consciente de tout ça, de toutes ces questions en fait. Je vivais sans limite, ouais. Et en fait, effectivement, toute ma vie, pour des raisons qui font aussi que je suis cette femme qui est là en train de parler avec toi, j'ai cherché mes limites parce que je suis aussi hypersensible, que je sens les autres, je sens le monde, je reçois plein d'informations et donc cette question de limite, à la fois dans la sphère émotionnelle, érotique, donc qui a été transgressée par le monde adulte trop tôt, et à la fois par mes perceptions en fait. Les limites, ça a été vraiment un sujet, mais effectivement, j'avais pas de limites et j'ai fait des expériences hors normes, même adulte, même en ayant déjà commencé une introspection, une thérapie, d'essayer de comprendre qu'est-ce qui clochait chez moi. J'ai fait beaucoup d'expériences sexuelles après aussi en conscience en fait, pour comprendre. C'était quoi la sexualité, et c'était quoi l'humain, et c'était quoi le sexe, et c'était quoi l'amour en fait. Ouais. Parce qu'après est venu le sujet de l'amour, mais pas au début. Au début, c'était le sexe. Ouais. Et après, mais d'ailleurs, c'est avec le tantra, j'imagine aussi, où il y a beaucoup de choses qui se sont débloquées. Et je pense que voilà, on va
rentrer dans le moment de ta vie où tu as découvert le tantra, parce que ça peut nous permettre ensuite d'explorer ce sujet qu'on abordait juste avant d'enregistrer, que ton oui soit oui, que ton non soit non. Aujourd'hui, on parle de consentement énormément, mais finalement, c'est ça, apprendre à découvrir, à décortiquer ses limites. Mais avant de parler de ça, est-ce que tu peux nous partager comment tu as découvert le tantra et qu'est-ce que ça a ouvert en toi? Quelles a été tes expériences? Je vais juste dire un truc par rapport à ton commentaire, c'est que j'ai appris mes limites dans mes expériences dans le libertinage et l'échangisme. D'accord. C'est vraiment apprendre à dire oui, dire non, reconnaître mon désir, refuser celui de l'autre. Moi, je l'ai clairement vraiment appris grandeur XX+, dans ce milieu-là. Parce que du coup, tu avais plein de propositions, c'est ça? Et du coup, c'était un mode, ok, dans quoi je m'embarque? Est-ce que j'y vais? Est-ce que j'y vais pas? Oui, tu rencontres des personnes. Quand tu vas dans des clubs libertins, tu rencontres des personnes. Tout le monde est là quand même pour la sexualité, pas juste pour bavarder, bien que ça peut aussi arriver de faire des belles rencontres dans ces lieux-là. Ce que j'ai observé en tout cas, c'est un immense respect pour les femmes. Et donc, c'est un lieu où j'ai pu vraiment apprendre à choisir mes partenaires, à choisir les pratiques que j'avais envie de vivre ou pas. Et je l'ai appris vraiment là dans le vivant de l'expérience qui était sous-jacent à tout ce que je découvrais avec le tantra et le massage tantrique. Ça a quand même été vraiment formateur école, pour moi. Fait. Ouais, tout à fait. Ça a vraiment été formateur pour moi à bien des niveaux. Et c'était facile de... Mais en fait, moi, j'étais friande de ça. J'avais envie de vivre ces expériences-là. Il se trouve que j'ai découvert tout ça après mon divorce. Comme beaucoup de femmes, c'est un peu banal, l'envie de se reconnecter à la femme et vivre des expériences qu'on n'a jamais pu vivre, en fait, jusque-là. Tout s'est passé finalement en même temps, mais à ce moment-là, en tout cas, quand je suis arrivée en France à l'âge de 35 ans. Mais néanmoins, j'étais quand même... Premier livre sur le tantra qu'on m'a offert, j'avais 17 ans. C'est juste que quand j'ai commencé à lire le bouquin, je me suis dit, ouais, c'est quoi cette merde? C'est trop compliqué. Et j'ai refermé le bouquin et je l'ai lu plus tard. Mais avant de découvrir le tantra et le massage tantrique, j'étais quand même déjà en cheminement. J'étais déjà pratiquante de yoga. Je faisais déjà des stages autour de l'énergie pour apprendre à se soigner. J'étais déjà quand même dans une mouvance... tantrique aussi, sans forcément poser ce mot-là dessus. Ce n'est que du coup à 35 ans que j'ai pu poser ce mot-là et du coup voilà, ouvrir un champ d'exploration énorme. Débloquer ta quête. Tout à fait. Et ça s'est passé comment alors cette rencontre avec le tantra? Alors ça s'est passé par donc mon mari dont j'étais séparée et en instance de divorce, mais qui espérait toujours que nous allions nous remettre ensemble. En tout cas, disait que c'était pour mon bien, m'a offert un massage tantrique, que j'ai mis un certain temps à accepter parce que je cherchais pourquoi, et j'ai fini par accepter. Et donc le premier massage tantrique, c'était une expérience, j'ai pas réussi à vraiment me lâcher, mais j'ai tellement senti à quel point je m'étais restreinte que j'ai repris rendez-vous un mois après pour revivre l'expérience. Quand tu dis lâcher, c'est-à-dire que tu t'autorisais pas à aller dans ce que tu ressentais? C'est ça, en fait, j'ai vu le masseur arriver, canon. Moi, j'étais pas forcément au meilleur de ma forme. Je venais d'être évacuée d'Afrique, j'avais pris du poids, je sortais de dépression. Enfin, j'étais pas vraiment le meilleur moment de ma vie. J'avais tout perdu et je me suis dit jamais je vais pouvoir me déshabiller. Alors pourtant, je suis plutôt libre avec mon corps, hein, mais et puis du coup me faire masser et en fait du coup l'énergie sexuelle qui m'a traversée, en fait, j'ai essayé de contrôler Tes désirs? ma voix, ma respiration et du coup cette montée là orgastique parce que je trouvais ça fou en fait et du coup je me suis bridée, ouais. Pour les personnes qui connaissent pas, est-ce que tu peux expliquer ce que c'est un massage tantrique? Pour moi, un massage tantrique, c'est un massage, c'est une méditation guidée par quelqu'un, un masseur, une masseuse, et qui amène à
connecter avec son feu sacré, son énergie sexuelle, par des gestes spécifiques, amène cette énergie sexuelle à bouger, éventuellement vibrer, du coup à rentrer dans des états expansés de conscience à travers cette libération énergétique. Donc c'est un massage comme on pourrait trouver, se faire masser donc le corps. Est-ce qu'il y a des spécificités? Est-ce qu'on touche des parties intimes? Est-ce qu'il y a de la masturbation? Est-ce qu'il y a des choses comme ça? Ok, ouais, c'est vrai que il faut que je commence par là. Donc oui, ça se passe nu, sans obligation de nudité. En tout cas, il faut que ce soit explicité. Le massage du sexe n'est absolument pas une obligation. Pour moi, je dis d'ailleurs qu'un massage devient tantrique à partir du moment où on peut lâcher le plan physique pour entrer dans des plans plus spécifiques autres. Du coup, il y a personne qui peut vous dire ce qui est bien pour vous. Effectivement, sinon le sexe peut être inclus dans le cadre du massage. Personnellement, je dis que je pose ma main sur le sexe, mais je ne fais pas de massage masturbatoire ou quoi que ce soit. C'est vraiment une mise en conscience avec cette zone qui est finalement un retour à la maison, montrer ce chemin aux personnes et ce soutien en fait indéfectible qu'on peut ressentir dans nos fondations quand on y est bien. Mmh. Mais effectivement, après les spécificités, c'est que c'est très lent. Parce que la lenteur, une lenteur forte, voire les mains qui ne bougent plus, font déconnecter le cerveau. Et du coup, sont des outils qui permettent de lâcher prise, ce fameux lâcher prise. Mais c'est un cheminement, hein, c'est pas. Certains tombent dedans tout de suite, et puis d'autres, c'est un apprentissage. Mais il faut se sentir en sécurité. En tout cas, il faut vraiment poser les bonnes questions avant d'aller choisir un praticien de massage tantrique. Ouais, c'est un accompagnement en fait au niveau du corps Oui. pour aider la personne à rentrer en fait en pleine conscience de son propre corps, de ses désirs, de ses connecter sensations. À elle, ouais. Connecter à elle, à son soi en fait, et aussi du coup à ces zones qu'on va dire muettes, qui enferment des émotions et donc c'est aussi libérateur. Et du coup, voilà, il faut être prudent. Ouais, tu dis du coup de bien trouver. Est-ce que tu peux partager, parce qu'il y a énormément de praticiens, quelles sont les choses, les indications qu'on ait avec une personne qui pratique le massage tantra, un massage tantrique qui nous fera du bien et pas peut-être réactiver un trauma ou vivre une blessure à nouveau, quoi. Alors je dirais qu'il y a aussi les demandes intempestives de massage sexuel qui font que ça crée une offre de massage qui pose le mot tantrique ou tantra à côté, mais qui sont en fait des massages érotiques. J'ai rien contre l'érotisme, vous avez bien compris, j'aime beaucoup l'érotisme, mais je n'aime pas la confusion. Tout a la valeur d'exister, hein, chacun a le droit, mais j'aime bien qu'il n'y ait pas de confusion. Donc les questions à poser sont en lien avec soi, et donc déjà il faut se sentir en confiance avec la personne qu'on va choisir. Donc quelle est sa façon de s'exprimer, est-elle à même de pouvoir vous accompagner ou pas dans ce voyage, voire dans des revêcus émotionnels. Est-ce qu'elle a fait un boulot sur elle et qu'elle n'est pas en train de profiter de l'occasion pour se faire du bien à elle? Comment on peut le savoir, tout ça? Il faut poser la question sur comment vous avez appris. On voit bien aussi quand même tout de suite si la personne a une interface sérieuse sur le net. C'est facile de trouver des témoignages, se faire recommander quand même. Ouais. Il y a de plus en plus de personnes aujourd'hui qui proposent du massage tantrique. J'imagine qu'il y a plein de gens super qui font des super accompagnements. Donc voilà, c'est vérifier, et c'est vérifier aussi que la personne ne va pas vous mettre dans une obligation ni à la nudité ni à un massage intime, parce que pour moi c'est pas ok. Oui, c'est de respecter les limites de la personne qui se fait masser. Exactement. Ça paraît presque logique, mais c'est important de le dire. Pour revenir sur ta première expérience, donc toi, tu avais du mal à lâcher prise. Ouais. D'ailleurs, c'est le titre de ton premier livre. Ouais. Je pense que t'es pas la seule dans ce cas. C'est peut-être le mal de la société, réussir à lâcher prise. Et dans la sexualité, c'est vraiment l'endroit où c'est le meilleur moment pour lâcher prise. Quel conseil donnerais-tu ? Comment réussir à lâcher prise, et comment toi-même tu as réussi en y retournant ensuite à lâcher prise? Qu'est-ce qui t'a aidé à se dire ok, là j'y retourne pour lâcher?
Alors, le lâcher-prise, c'est une capacité à accueillir l'expérience que la vie nous donne à vivre sans résistance, sans question, donc ça veut dire que c'est un cheminement plus ou moins facile. Mon lâcher-prise à moi ne pouvait intervenir que à partir du moment où je savais que mon mari ne voulait pas il n'y avait pas d'entourloupe derrière le cadeau, que le masseur en question finalement s'est montré hyper professionnel dans l'interaction qu'on a eue après, a dédramatisé la situation. C'est pas évident de se faire masser nu, c'est pas évident d'accepter que quelqu'un d'étranger vienne poser sa main sur notre sexe et déclenche autant de plaisir, et donc la compréhension que ce plaisir n'est pas dédié à aller jouir comme on jouirait dans notre sexualité, si toutefois on y a accès d'ailleurs, parce que tout le monde n'a pas accès à jouir et à avoir des orgasmes. Apprendre aussi à canaliser cette ébullition intérieure, j'ai envie de dire, par une respiration consciente et donc guidée par le masseur avec ses mains, qui vient te montrer le chemin de... Donc c'est un apprentissage à la fois qui invite à déconstruire les tabous, qui invite à s'émanciper de la morale. Qu'est-ce que je suis en train de faire? Qu'est-ce que ma mère penserait? C'est pas le moment de penser à sa mère, tu vois, non mais je veux dire, moi c'est pas ce qui m'est passé par la tête, ma mère et mon père, mais je veux dire, ça fait 20 ans que je masse, donc... mais tu sais ce qui peut se déclencher. Exactement, et donc il faut pouvoir s'affranchir de toutes ces pensées dites limitantes pour aller à la rencontre de soi. Donc c'est un chemin. Moi c'était purement, je suis une bombe à retardement là, et presque peur de ce que t'allais lâcher, quoi. Ouais. Et ça a été une vraie révélation en fait. Ouais. De revisiter ma naissance, d'aller dans la mort, de faire la paix avec mon corps, ma sexualité. Ça t'a permis de faire ce voyage-là, c'est ça? Tout ça, aller à la rencontre de mes émotions, comprendre qui je suis. Ouais. Pendant un an, je me suis fait masser toutes les 3 semaines. T'as voyagé. Comme une thérapie en fait. Ouais. Pour revenir sur ce lâcher-prise, donc de ce que tu partages, c'est vraiment que déjà il y a la confiance et la sécurité. Sans ça, on peut pas. J'ai l'impression de ce que tu... Et c'est de la confiance en soi déjà. Hein. Il y a la confiance en soi et puis il y a la confiance en l'accompagnateur. S'il n'y a pas ces 2 ingrédients-là, ça va être difficile quand même. Ok. Et de faire confiance à quelqu'un, donc je vois les personnes qui viennent me voir, parfois elles me font confiance d'abord à moi avant de réussir à se faire confiance à eux. Donc c'est des étapes aussi de dire, bon ok, maintenant j'ai confiance en elles, donc là maintenant je vais pouvoir aller regarder en moi. Oui, c'est la confiance en soi peut venir aussi grâce à l'autre. C'est ça. Vu que j'accepte de m'abandonner à l'autre, petit à petit, cette confiance, elle circule, quoi, elle revient en moi. C'est ça, jusqu'à devenir flamboyante. Et pour partager aux personnes qui nous écoutent justement des pratiques pour tendre vers une sexualité plus épanouissante, il y a 2 points déjà sur lesquels moi j'aimerais bien qu'on parle, parce que dans tous les stages que tu pratiques, tu remarques que c'est vraiment 2 points qui sont peut-être compliqués. C'est donc la respiration et les gémissements, où il y a peut-être un malaise, et le rapport au corps et à la nudité. Est-ce qu'on peut parler de ça? Bien sûr. Commence par... les gémissements, parce que la respiration, d'après ce que j'ai compris, c'est vraiment juste essentiel, et on s'autorise pas pour plein de raisons. Alors voilà, une pratique de base dans le tantra, c'est la flûte et la vague. Donc la flûte amène à la vague. Je suis aussi professeur de Wu Tao, et dans le Wu Tao, on apprend à venir relâcher dans son plancher pelvien pour sentir en fait cet appui dans le plancher pelvien, et dans tous les cas, cette respiration. Donc on vient inspirer depuis le plancher pelvien et on expire. Et plus on va avoir confiance en ce plancher pelvien, mais ça veut dire avoir retrouvé ce chemin-là, et plus on peut venir s'appuyer dedans et trouver cette confiance pour venir vraiment faire de bonnes inspirations
et de bonne respiration. Que ce soit dans le domaine du tantra ou du Wu Tao, c'est une question de confiance, c'est une question de connaissance de soi aussi. Mais ce que j'observe dans tous les cas, c'est que la difficulté à ouvrir la bouche pour faire entendre ne serait-ce qu'une expression au-delà du gémissement, faire entendre sa voix. La plupart, il y a tellement de gens qui sont coupés de l'écoute de leur propre corps, de leur propre âme, de leur propre intuition, que en fait, la respiration, c'est un guide en fait. Et donc si je respire, ça vient ouvrir et ça veut dire, ça vient aussi faire remonter tout un tas d'émotions, d'espaces subtils, difficiles à entendre et à faire entendre. Du coup, déjà, c'est juste ce petit son subtil de s'entendre soi, en fait, et en plus, c'est amplifié, et déjà gênant pour beaucoup, et donc, du coup, tout de suite, en fait, c'est difficile d'ouvrir la bouche. Donc, même si, dans une guidance comme celle de la flûte, j'invite vraiment à venir respirer avec la bouche entrouverte pour faire entendre le sifflement qui est le chant du souffle, ou dans le Wu Tao pour amener les personnes à rentrer dans des petites transes qui sont complètement libératrices. C'est vraiment très, très difficile, ouais. Donc, un des premiers pas, c'est déjà de faire entendre son plaisir, ses ressentis, et d'accepter de juste se libérer déjà au niveau de la gorge et de la bouche. Alors, ça peut être un premier pas. Si on parle de sexualité, Ouais. en effet, si tu as les mâchoires serrées, on dit que les mâchoires sont en lien avec le bassin, mâchoire serrée, bassin serré. Si tes mâchoires, t'acceptes d'ouvrir ta bouche et de laisser circuler ton plaisir, donc l'expression de ton plaisir par des soupirs, des gémissements, et aussi c'est finalement la grande vague finale qui est d'accepter de mourir à soi. En fait, on ne peut pas avoir un plaisir total si on est dans ce contrôle-là, en fait. Donc, oui, il faut ouvrir la bouche. C'est déjà une manière de lâcher prise, quoi. Ouvrir la bouche dans la communication et ouvrir la bouche dans la respiration parce que c'est de la communication. Et ça excite d'ailleurs l'autre, hein. Que ce soit l'expression de mots ou que ce soit l'expression d'entendre ton plaisir, c'est un aphrodisiaque en fait. Et donc, ouais, il faut apprendre à respirer, il faut respirer. Il faut s'autoriser à s'entendre, à s'écouter ouais. Oui, tu abordes la communication aussi, qui est la suite aussi de l'expression de ses désirs. Je pense qu'il y a peut-être des personnes qui ont des désirs, qui ont des fantasmes, qui n'osent peut-être pas aborder avec son partenaire, ou alors même des personnes qui ont envie peut-être d'entrer dans une sexualité plus épanouissante, de tester des nouvelles choses, peut-être tantriques, mais que leurs partenaires sont peut-être pas ouverts à ça. Qu'est-ce que tu conseillerais à ces personnes-là ? Qu'est-ce que tu aurais envie de leur dire ? Déjà, un truc tout simple, s'asseoir en face, en se regardant dans les yeux et en respirant. Déjà ça, en fait, c'est une communion déjà, c'est se mettre à l'écoute d'une connexion subtile qui est de toute façon sous-jacente à la rencontre et prendre ce temps juste là de se regarder, de respirer ensemble, de se regarder dans les yeux comme on est en train de le faire là et vraiment montrer ça déjà, c'est de la communication et c'est une communication de cœur à cœur et ce serait vital en fait que les gens puissent se regarder vraiment avec sincérité. Ça, c'est déjà une forme de communication, ce que tu dis. Et dans le tantra, c'est une pratique en fait. Cette vague dont on parle là, c'est donc on commence par apprendre la flûte pour apprendre à conscientiser cette respiration qui traverse les chakras et qui chante. Et petit à petit, on rentre dans l'expression de cette vague par le corps qui est symbolisé par Shiva Shakti et que en fait en se rapprochant
l'un l'autre, en se collant l'un l'autre, partager cette pratique, c'est cette vague tantrique est un partage d'espace intime et de sexualité sacrée, très simple en fait. Ouais, donc avant même de parler, tu veux dire que déjà se regarder en fait. Oui. Donc ça veut dire se regarder, ensuite peut-être se toucher lentement. Déjà se regarder le corps aussi. Ouais. On peut en revenir à la nudité. Ouais. Et si on n'arrive pas à se mettre nu parce qu'on a des complexes et tout ça, ben pouvoir le traverser avec son partenaire, c'est aussi de la communication, je crois. Alors peut-être que ma version est un peu maintenant coupée du réel, de la rencontre quand on connaît pas le tantra, mais pouvoir se déshabiller en conscience devant l'autre, parler de son corps, de ce qu'on aime, de ce qu'on n'aime pas, de ses complexes, et pouvoir dire à l'autre je te trouve beau, je te trouve belle, aimer ses complexes, lui rendre sa beauté, en fait, c'est aussi quelque chose qui peut être très simple et très beau à vivre dans sa sexualité tantrique, en tout cas une amorce. Et après, oui, pouvoir parler de son plaisir, hein, ou de sa difficulté au plaisir, parce que pourquoi ne pas dire clairement quand on rentre en relation avec quelqu'un qui on est? Personne ne peut deviner en fait qui on est. On n'a pas tous le même bagage émotionnel, sensoriel, érotique. On a des fantasmes secrets qui sont tous très personnels, hein, même si au bout du compte tout est très très basique finalement. Si je regarde tout ce que j'entends, lis et vois, mais on a tous l'impression en tout cas d'avoir un secret terrible, mais en fait non. Et ouais, désamorcer en fait les tabous et oser exprimer ce qu'on aime et ce qu'on n'aime pas. Oser exprimer quand c'est trop rapide. Et peut-être que pour éviter le trop rapide, de prendre le temps de se toucher avec lenteur, de se découvrir et de se redécouvrir et de se redécouvrir. Je veux dire par là, de pas forcément penser que parce qu'on l'a fait une fois, on peut s'abstenir de recommencer. Parce que finalement, la sexualité, c'est aussi ces hugs qu'on va partager, cette main sur l'épaule qu'on va poser, le baiser qu'on va échanger. C'est tout ça, la sexualité. Oui, en fait, c'est pas que la pénétration, Ah finalement. clairement. C'est même Ouf. c'est tout ce qu'il peut avoir avant. Ou c'est par exemple juste simplement se regarder avec amour. Déjà, on peut rentrer dans un acte sensuel rien qu'à travers le regard, à travers... Avec amour et aussi désir, parce qu'on peut très bien faire passer par nos yeux le désir qu'on peut avoir sur l'autre, hein, et le lui dire en plus avec des mots « j'ai très envie de toi », je peux te dire que ça crée une charge érotique extrêmement forte, hein, qui ne veut pas dire qu'on va passer à l'acte, mais qui est une expression qui est quand même importante aussi. Pour certaines personnes, j'imagine que ça doit demander d'aller vraiment dans une intimité. Peut-être que c'est un espace où il peut y avoir beaucoup de pudeur. Bien sûr. Comment aller petit à petit, parce que peut-être que pour quelqu'un dire, regarder dans les yeux l'autre et dire j'ai très envie de toi et j'aimerais faire ci, ça, c'est énorme, c'est une montagne. C'est une montagne. Ouais. Quelle est la petite colline qu'ils peuvent commencer à gravir? Exprimer que ce que l'autre nous fait est bien. Par tu me prends dans les bras, et bien je vais te faire sentir que j'accueille mon plaisir en prenant une bonne respiration et pas en étant en apnée totale, exprimé par un soupir de soulagement ou de plénitude, sourire, exprimer que c'est pas facile pour soi et que merci de ta patience et de ton écoute. Enfin, il y a plein de façons de dire à quel endroit où on est, juste si on accepte d'être vraiment vrai, en fait. Parce qu'on peut aussi jouer un rôle d'être super à l'aise et être un amant, une amante expert, et puis en fait, ce n'est qu'un personnage. Au fond, on est fleur bleue et puis on a juste envie d'un magnifique flirt
Et donc, tu vois, ça, c'est au niveau psychologique, c'est très large, mais oui, déjà apprendre à dire que on est fragile, à dire que on est, on n'est pas super expérimenté, à dire qu'on a été abusé, et que l'autre doit être patient et que c'est pas en mettant la pression que ça Aider. va aider. Oui, apprendre Se à mettre à nu, en parler, fait, c'est se pour de mettre à vrai. nu. Ben oui, Parce qu'il y a se mettre à nu physiquement et se mettre à nu dans la vérité de l'instant de ce qu'on ressent. mais c'est que comme ça qu'on peut se respecter vraiment. Tu vois, quand on parle de consentement, donner son consentement, je comprends que ce soit vraiment un sujet. Parce que qu'est-ce qu'on fait pas parce que on pense qu'on doit le faire? Et donc dans le sexe, évidemment aussi. Oui, bon, bah, si je fais pas ça, de toute façon, il va me quitter et donc si je ne fais pas mon devoir conjugal, Mmh. ça c'était, ma génération, j'espère que ça n'existe plus. T'entendais beaucoup de ça? Bah, enfin, c'est quelque chose que j'ai entendu, mais moi je l'ai pas vécu, mais c'est enfin, je veux dire, je l'ai entendu, oui, plein de fois. Mmh. Heu, Même en couple, on ressent cette pression des fois. Du désir partagé, mon partenaire me donne du plaisir, donc je me dois de lui donner en retour. C'est un peu ce sens de devoir aussi, quelque part, hein. Clairement et puis, je vois aussi, la difficulté même chez les hommes jeunes, à comprendre qu'une érection n'est pas, un désir à assouvir en pénétrant, l'autre. Beaucoup de femmes m'appellent au secours en me disant, «Moi j'aimerais juste qu'ils prennent le temps, et que c'est pas parce qu'il a tout d'un coup envie de s'exprimer sexuellement qu'il doit venir me pénétrer comme ça, je l'aime beaucoup, mais je commence à me sentir, me refermer. Bah, c'est évident, oui. Le sexe, fait partie pour moi, de ce qu'on appelle une relation de couple, mais il y en a pour qui ça ne l'est pas. J'appelle ça moi du compagnonnage, mais pourquoi pas? Par contre, il existe des couples où il y a vraiment un une différence dans le Désir? désir, hein. L'un a moins envie que l'autre, et ça crée effectivement du coup des sujets de discussion, voire de thérapie, mais en tout cas, on ne doit pas, devenir, le dévidoir sexuel de l'autre et je prononce pas le mot homme ou femme parce qu'il y a des femmes qui sont aussi aujourd'hui, libérées de l'injonction, de «Sois belle et tais-toi», qui assument leurs désirs et qui le font peut-être un peu aujourd'hui avec un peu de, on va dire, de sauvagerie et qui savent aussi objectiser l'homme, si c'est sans doute pas, autant une généralité que ce que les femmes ont pu subir, Mmh. dans les années et les siècles passés. Ouais, tu parles, quand tu parles de ça, tu parles finalement aussi de libido, qui peut être différente au sein même d'une relation de couple. J'imagine qu'il y a des couples qui doivent être dans cette situation qui nous écoutent. Est-ce que le tantra peut permettre aussi de rééquilibrer justement tout ça en fonction d'écouter justement le désir de l'un et de l'autre et voir comment ils peuvent s'harmoniser? Tout à fait, parce que déjà ils vont apprendre, parce qu'en fait c'est pas si, commun que ça en fait. La plupart apprennent, comment faire l'amour d'une façon beaucoup plus large en fait, que, enfin ce qu'on a appris, intuitivement par nous-mêmes ou en regardant des pornos. C'est évident que là, on apprend vraiment toute une autre approche. On apprend aux femmes et aux hommes que faire de cette énergie sexuelle, qui est un moteur, cette énergie vitale, hein, qui est notre énergie de créativité. Tout projet qu'on met au monde comme un enfant, vient de notre énergie, sexuelle, en fait. Et donc, sortir du fait de cette confusion que, énergie sexuelle, c'est sexe et c'est pénétration. Évidemment, là, du coup, on apprend, hem, cette, cette canalisation qui devient un en apprenant à se remplir soi de cette énergie, quelque chose qui amène de la plénitude sans être,
sans avoir besoin d'être partagé directement, je veux dire. Et puis aussi, oui, on apprend l'écoute de l'autre, ses besoins, ses envies, ou son absence d'envie, avec respect. Mmh. Ouais, en fait, tu apprends à comprendre ce qu'est l'énergie sexuelle et même que, enfin, je sais plus si c'est dans ton livre ou pas que j'ai lu ça, mais que cette énergie, elle peut être utilisée aussi à la création, à créer des projets, et qu'en fait, c'est apprendre à refaire circuler tout ça, quoi. Bien Et sûr. que ça peut ne pas être destiné qu'au sexe, ça peut être aussi pour autre chose, Bah, pour avancer dans la vie. c'est un fait, en fait. Ouais. C'est juste qu'on sépare. Il y a des gens qui veulent pas parler d'énergie sexuelle. D'ailleurs, tu peux plus l'écrire sur les réseaux sociaux parce que tout de suite t'es censuré par On va couper cette partie alors. par Facebook parce que la morale dit que le mot sexe, c'est pas possible. Donc, Ah oui, c'est vrai. mais en fait, c'est pas séparé. En fait, c'est cette énergie qui fait que un jour on a été conçu par un spermatozoïde et un ovule, par une décharge de plaisir et d'amour. Cette énergie fait qu'à un moment, on sent le signal et on trouve le chemin de sortir du ventre de notre mère, de nous mettre debout, d'embrasser la vie et le monde, en fait. Ouais. Et qu'est-ce qui fait que toi, t'es là et que t'as choisi ce chemin de vie, que moi j'ai choisi c'est cette énergie sexuelle qui prend des formes, parce que c'est nous, en fait, c'est notre vibration. Et donc, on peut pas la séparer, en fait. Comme je pouvais pas séparer ma sexualité de mon cœur sans me perdre moi-même, en fait. Tu vois, c'est pas séparé, c'est la même. Et donc, du coup, c'est aussi ce qu'on apprend au couple, c'est aussi poser des rendez-vous. Des rendez-vous pour se parler, des rendez-vous pour méditer ensemble, des rendez-vous pour faire l'amour, des rendez-vous pour la sexualité et pas forcément réduire le rendez-vous pour de la sexualité Au moment du coucher. Oui, au moment du coucher, ou même mieux dimanche, mais pour que ça se termine par une pénétration et une éjaculation. C'est pas ça la sexualité. Ça, c'est très, très réducteur. Il y a beaucoup plus de plaisir à expérimenter autrement. Ouais. Par tout ce qu'on a abordé là, finalement, prendre le temps de se connecter à l'autre, de communiquer, je sais pas, sur nos états émotionnels, sur nos désirs, sur nos envies, sur nos besoins, de se faire toucher en lenteur, de se connecter finalement à notre corps, etc. Donc finalement, c'est tout un processus, en fait, à mettre en place de rencontre avec l'autre et donc de rencontre avec soi. C'est pour ça que c'est thérapeutique, en fait, c'est ça. Ça en devient thérapeutique parce que la société est malade, hein. Parce que notre société est malade de répression, en fait. C'est beau de vivre une sexualité naturelle et saine et simple, et tout le monde, en fait, il y a beaucoup de traumas. Enfin, quand tu vois les vagues MeToo, les vagues d'inceste qu'il y a eu, d'abus divers et variés et par des personnes en qui on aurait dû avoir confiance, en fait. Oui, il y a beaucoup de traumatismes dans la sexualité, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont été traumatisés. Et en fait, à quel moment on arrête la chaîne, en fait. C'est ça. Et quand je vois que les gens font de moins en moins l'amour, quand on regarde les stats qu'ils ont données récemment, bon, je sais pas comment ils ont fait leurs stats, mais enfin, en tout cas, c'est un fait que les gens vont mal, en fait. Ils sont pas heureux, pas épanouis, ils sont seuls, ils savent plus comment se rencontrer non plus. Passer un certain âge, je veux dire l'âge où tu fais des soirées, l'âge où tu vas encore dans des boîtes et tout ça. Comment tu fais pour te rencontrer dans le monde dans lequel on vit? En tout cas, c'est pas derrière ton écran de téléphone, derrière ton casque dans le métro où tu regardes personne parce que pour plein de raisons d'ailleurs, mais en tout cas, ce sont des vrais sujets, ouais. Ouais. Oui, et j'imagine que dans les stages de tantra, les abus, et il y a plein de choses qui doivent être réveillées, que ce soit nous, la première personne qui l'a vécu, ou que ce soit du transgénérationnel qui n'a pas été nettoyé. Oui, ça ressort, bien sûr. Ressort. Ça ressort à un moment ou un autre, parce que le corps, en fait, on parle de cuirasse, cuirasse corporelle, énergétique, qui
qui se crée quand l'énergie sexuelle se bloque ou enfin, a du mal Ouais. Et du coup, effectivement, plus on va respirer, plus on va être touché avec amour, bienveillance, plus on va s'aimer soi et se rencontrer, plus vont sortir tout un tas de choses, et y compris, pourquoi pas, oui, dans un rêve éveillé, connecté avec l'histoire des femmes, l'histoire des hommes derrière soi. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on peut réussir à faire la paix. À se réconcilier. Faire la paix, et puis transformer aussi la trame pour que ça arrête la chaîne à un moment. Si on parle pas à nos enfants, si on continue à entretenir les secrets, les tabous, et la chaîne se répète et se répète, c'est infini en fait. À un moment, quand on repère les choses qui vont mal dans notre famille, dans nos familles, il faut en parler. Ouais. Bah d'ailleurs, dans les stages de tantra, c'est ce qu'on disait juste avant d'enregistrer, il y a effectivement une partie où c'est de la pratique, où on se connecte à soi, où on se connecte à l'autre, et énormément de paroles, de temps de discussion. On va pas rentrer dans le détail de toutes les discussions qui sont abordées, mais si toi, tu avais un message que tu voudrais véhiculer, que tu voudrais partager au monde au niveau de la sexualité, qu'est-ce que tu aurais envie de dire pour justement aller vers une société, tendre vers une société qui a une sexualité plus épanouie, sans tabou, peut-être libre finalement? Ce que je dirais, c'est que ça passe déjà par la connaissance de soi et la méditation. Je reste dans le tantra, et simplement entretenir un contact avec son propre sexe. Je parle pas de masturbation, hein. Je parle pas de forcément attendre le moment qu'on a envie de se donner du plaisir, mais simplement déjà poser sa main sur son propre sexe chaque jour, le reconnaître comme faisant partie de son corps, peut-être découvrir le plaisir en fait du réconfort que ça apporte, de se sentir dans ses fondations, dans son ancrage, apprendre à respirer simplement. Simplement ça déjà va nous donner une meilleure vision personnelle, énergétique de notre propre être, et petit à petit sans doute aussi pacifier cette zone taboue qui reste tabou pour beaucoup de personnes. Et déjà ça, avant d'aller vers je t'autorise à poser ma main sur mon sexe, sur ton sexe, je sais même plus. Qui est quoi? Je suis tellement loin. Déjà poser sa propre main sur son propre sexe, et de façon régulière. J'avais lu un truc très intéressant où ils ont découvert dans notre cerveau, les scientifiques, la zone qui correspond au gland et au clitoris, donc au plaisir. Et donc en fait, ils ont démontré que quelqu'un qui fait l'amour souvent et qui a souvent du plaisir, même pas forcément en allant jusque l'orgasme, mais en fait, plus on est en contact avec cette zone-là chez nous, et plus en fait on repart pas de zéro quand soudain on a une relation amoureuse, sensorielle et sexuelle avec quelqu'un, et donc plus vite les orgasmes arrivent en fait. Et donc en toute simplicité et naturelle, poser sa main sur son sexe et respirer, prendre 2-3 minutes par jour en s'endormant, je pense que voilà, déjà ça va changer notre rapport à nous, et donc forcément ça va changer notre rapport à l'autre. Ouais, c'est poser de la conscience en fait sur cette partie-là de notre corps. Aussi, oui. Pour aller l'explorer. Voilà. Et ensuite on explore la partie de l'autre. Aussi, juste avec la même... posant la main. Juste regarder, s'apercevoir qu'il n'y a rien de dangereux là, que c'est un monde en soi, que ça peut être touchant, ça peut amener des émotions, que c'est beau en fait. Il y a ce côté que la morale nous donne à trouver ça sale, dangereux, alors que poser un regard juste d'enfant, d'émerveillement, de
de curiosité en fait devant les organes génitaux de son partenaire et de soi déjà aussi. C'est une belle méditation. C'est une pratique que tu peux Oui, tout à conseiller fait. aussi. On peut le faire aussi, mais Incroyable. Est-ce que y a quelque chose que tu aimerais rajouter qui te tient à cœur, qu'on n'aurait pas abordé dans cet épisode? Ce que je pourrais dire, c'est que en fait, il y a pas d'endroit où commencer ce chemin. Ce chemin de conscience, il commence quand on le décide et avec ce qui est compréhensible, qu'on pourrait commencer à dérouler comme fil. Pas forcément le tantra, peut-être que le tantra, c'est une marche trop haute à franchir tout de suite et c'est OK parce que il existe plein de stages de tantra. Il y a des stages pour les femmes, il y a des stages pour les hommes, il y a des stages pour les couples, il y a des stages pour les personnes en mixité homme-femme qui ont toutes des thématiques différentes. Il y a aussi le choix de la thématique, mais surtout de vous engager à respirer. Quelle que soit la méthode de méditation ou de conscience que vous pouvez envisager de faire pour vous à ce moment-là de votre vie, c'est d'essayer juste d'oser respirer en ouvrant la bouche petit à petit et sentir à quel point ça vous connecte. À nous-mêmes. Ouais. Ok. Est-ce qu'il y a des livres sur ton parcours d'éveil, de cheminement, de spiritualité qui t'ont aidé, qui t'ont accompagné, que tu aimerais partager aujourd'hui? Donc pour rappel, toi tu as sorti récemment Amour, Tantra et Sexualité, pour les personnes qui aimeraient aller plus loin. Est-ce que toi, il y a des livres que tu recommanderais? Il y a des livres d'Osho qui sont très bien. Il y a accessible, j'ai envie de dire très accessible et pas cher. Il y a Michel Larue qui a publié chez La Musardine la collection Oser. C'est des tout petits livres extrêmement bien faits, que ce soit sur la sexualité, que ce soit sur le massage tantrique. Michel Larue est vraiment une femme incroyable. Et puis, j'ai pas d'autres idées. C'est là. parfait, c'est le premier qui vient généralement, même s'il y en a qu'un, moi ça me va très bien. La dernière question, je l'utilise toujours pour clôturer les épisodes, c'est de te demander pour toi, Nathalie, c'est quoi une terre happy? Donc une terre qui est heureuse. Je pense tout de suite à mon périnée, à ma yoni, gorgée de vie et donc irriguée par mon souffle, par mon sang, par mon plaisir. Et du coup, je prends soin de ma yoni parce que si je ferme mes yeux et que j'invite quelqu'un en méditation à contacter son feu intérieur, donc à redescendre ici et à voir, et moi je vois un feu de camp joyeux autour duquel on est en train de danser en fait. Ouais, c'est ça ma thérapie. Ok, c'est une terre où on se reconnecte à soi et à son feu. Et à son sexe, à tous ces fascias, ces chairs qui sont là, vivantes et onctueuses. Parfait. Merci beaucoup pour tous ces conseils. J'espère que ça vous aura aidé et inspiré et que vous allez passer à la pratique. Alors c'est ça la suite, non? Voilà, c'est ça. N'hésitez pas en tout cas à vous amuser. Ouais. C'est un jeu en fait, faudrait pas que ça devienne trop sérieux. Ouais. Et puis si jamais, je suis là si vous avez besoin. Parfait, je mettrai en description si vous voulez avoir plus d'informations sur Nathalie. Merci beaucoup, à très vite. Merci les roses. Merci à toi Nathalie.